bonjour à tous et bienvenue pour ce Wild Talk. Je suis Fabrice Deblog, je suis journaliste et j'ai le plaisir d'animer donc ce débat avec nos trois invités que je présenterai dans quelques secondes. Un débat qui va bientôt être d'actualité puisque, comme vous le savez, les JO de Paris 2024, c'est dans quelques mois seulement. Nous allons parler des risques cyber et des grands événements sportifs. Alors, ce Wild Talk est organisé par la Wild Code School, qui est une école qui forme au métier de la tech avec 4 domaines de formation principaux: le développement web, data et IA, infrastructure et cybersécurité et product design. La Wild Code School s'adresse notamment à des profils en reconversion avec 2 types de formations: des formations intensives de 5 mois sous format bootcamp et des alternances de 15 mois. Alors, chaque trimestre, l'école organise un Wild Talk qui permet de revenir sur l'actualité de la tech. Donc aujourd'hui, on va parler des grands événements sportifs et notamment des JO de Paris 2024. Comme vous le savez, du 26 juillet au 8 septembre 2024, 4 milliards de téléspectateurs vont se réunir devant leur écran de télévision pour visionner les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Soit plus de la moitié de la population mondiale. C'est un événement planétaire qui va accueillir 15 000 athlètes, 20 000 journalistes et 10 millions de spectateurs. La tentation sera bien évidemment très forte de la part des activistes cybercriminels et acteurs étatiques de tous bords de venir perturber la fête. Alors, quelles sont les menaces potentielles? Comment garantir la sécurité numérique de cet événement et de ces événements d'envergure? Comment identifier les vulnérabilités potentielles? Comment protéger les données? Quelles réactions en cas d'incident? Ce sont les thématiques que nous allons aborder ensemble. Nous allons aborder ces thématiques avec Benoît Delpierre, à ma gauche, qui est CTO chez Eviden, qui est une filiale du groupe Atos en charge notamment de thématiques cybersécurité. Adrien Jeannot, vous êtes connu sur X Twitter comme Isco et vous êtes responsable des analystes de sécurité chez Yes We Hack. Et Benoît Grunemwald, vous êtes expert en cybersécurité chez EZ France. Vous nous direz tout à l'heure en quoi consiste votre métier, tous les trois. Je vais commencer avec vous, Benoît Delpierre, peut-être vous présenter votre structure et puis après on abordera les thématiques du débat. Parfait. Bonsoir à tous. Alors oui, Benoît Delpierre, CTO pour Eviden et CTO dans la branche cybersécurité service de Eviden en France. Alors Eviden, c'est quoi Eviden? C'est le nom du groupe, c'est une marque qui vient du groupe Atos et qui réunit les activités cloud et digital, les activités cyber, que ce soit produit, parce qu'on est fournisseur de produits, services, et aussi les activités des calculateurs haute performance. Donc, c'est toute la branche Eviden. Et Eviden, au même titre qu'Atos, est partenaire des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et puis moi, dans mon rôle de CTO, je travaille depuis de nombreuses années auprès du comité olympique. On le décrira un petit peu après comment ça se passe. Donc, j'accompagne l'organisation du COJOP Paris 2024 depuis quelques années, justement. Juste préciser ce que c'est que le COJOP. Alors, comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a tendance à dire COJO, mais il ne faut pas oublier le P, donc COJOP. Et c'est l'organisation. Le nom de cette organisation s'appelle Paris 2024. Et c'est avec eux que je travaille parce qu'on est partenaire du comité local, du COJOP Eviden en France. Et donc, je travaille avec les équipes cyber de Paris 2024 et on construit, on avance sur la partie protection des jeux depuis de nombreuses années, mais encore une fois, je pense qu'on y reviendra un peu après. Alors tout à fait, la première question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les menaces potentielles qui planent sur ces Jeux de Paris 2024? Oui, c'est large. Hein. Alors déjà, ce qu'il faut bien voir, c'est que la première partie de notre activité, c'est d'anticiper. Donc quand on veut anticiper, évidemment, il s'agit d'un point de vue cyber, on commence toujours par les risques. Et quand on identifie les risques, ça veut dire identifier les menaces, voir quels sont leurs impacts potentiels et leurs chances de se réaliser. Donc tout ça fait partie d'une analyse de risque qu'on a commencé à travailler avec Paris 24, avec l'ANSSI et avec différents partenaires depuis pas mal d'années. Donc il y a eu des menaces
qui ont été identifiés. Je renvoie d'ailleurs vers un document qui est très intéressant de l'ANSSI, qui retrace les menaces potentielles sur les grands événements sportifs en France. Il y a eu la Coupe du Monde de rugby, mais il parle aussi des Jeux Olympiques. Donc, c'est un document de l'ANSSI qui est disponible sur leur site, qui est très intéressant. Les menaces, ce qui est très intéressant dans les Jeux Olympiques, c'est un événement planétaire. Donc, finalement, toutes les menaces qu'on peut imaginer par expérience dans la cybersécurité, on peut se dire qu'elles peuvent arriver. Quand on parle de menaces, on parle des acteurs. Il faut déjà identifier les acteurs avant d'identifier les menaces. Donc, il y a des acteurs qui sont sponsorisés par des États, donc qui ont une certaine force et certains moyens. Il y a des activistes, parce que des activistes avec l'écho des Jeux Olympiques, tout simplement, si on veut faire parler une cause, c'est peut-être le moment de faire un impact cyber et de faire parler justement, de faire un peu écho à sa cause. Il y a aussi des menaces complètement criminelles, venant de groupes de criminels qui sont là pour, dans des buts complètement économiques, pour soutirer de l'argent. Donc ça, c'est un élément important. Tout ce qu'on peut rencontrer, et je pense que Benoît et Adrien le voient au jour le jour dans la cyber, d'une certaine manière, ils seront présents. Ils seront là. Et nous, notre rôle, c'est d'anticiper. Nous, notre rôle, encore une fois, c'est pas d'attendre que cette menace arrive. Quand on a commencé à co-construire le paysage cyber pour Paris, c'était il y a quelques années, il y a 3 ans, l'état de la menace n'était pas le même que maintenant. Et l'état de la menace de maintenant ne sera pas celle à l'approche des Jeux. Donc c'est un travail en continu. On fait des analyses de risque, encore une fois, et c'est des analyses de risque dynamiques. On anticipe au maximum, on se prépare en coordination, et on va parler de la coordination aussi, je pense. Donc encore une fois, le paysage de la menace, j'ai cité quelques menaces étatiques, activistes, criminelles. Il faut savoir que à l'heure actuelle, la cybercriminalité, c'est 1,5 fois le marché de la contrefaçon et à peu près 3 fois le marché du trafic de drogue, les moyens. Donc, on est vraiment dans des moyens très importants en termes de cybercriminalité. Adrien Janot, expliquez-nous ce que vous faites chez YesWeHack et comment vous voyez justement cet état de la menace pour les JO. Déjà, bonsoir à tous. YesWeHack, c'est une entreprise qui fait une plateforme de bug bounty. Donc, avant de continuer, déjà le bug bounty, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement en fait un peu comme on voyait dans les Far West des chasseurs de primes. Donc, tout simplement, l'objectif en fait, c'est de mettre en relation des entreprises avec en fait une communauté de chercheurs. Qu'on appelle aussi des hackers éthiques, qui vont tout simplement chercher en fait des failles de sécurité sur des périmètres définis en accord avec évidemment YesWeHack et avec la plateforme et le client. Et derrière, en fait, en fonction de ce que peut identifier chaque chercheur comme vulnérabilité, il va recevoir une récompense avec un montant qui est là aussi défini sur une grille dans le programme. Il y a évidemment des règles à respecter, c'est pas le Far West, on fait pas ce qu'on veut. Et le programme définit vraiment cette notion de périmètre, de vulnérabilité qualifiante, non qualifiante. Et le rôle de YesWeHack ici, c'est vraiment de mettre en relation des chercheurs éthiques, des hackers éthiques qui peuvent être n'importe qui finalement, mais qui sont malgré tout identifiés, qu'on connaît, et d'utiliser en fait un certain nombre de compétences, puisqu'on peut avoir des périmètres qui vont concerner des applications web, on peut avoir des applications mobiles, on peut avoir de l'IoT, et tout ça en fait on va chercher ces compétences-là auprès de personnes qui sont qualifiées pour le faire. Et donc voilà, et donc moi je travaille chez YesWeHack en tant que security analyst, et donc c'est-à-dire qu'on a une équipe qui en fait analyse les rapports de sécurité qui arrivent au travers de la plateforme, et on va analyser ces rapports pour donner un impact vis-à-vis de la société et estimer cet impact, le réévaluer, etc. Et conseiller derrière le client vis-à-vis de cet impact et vis-à-vis de la remédiation. Bon, sur les grands événements sportifs, on a parlé de la Coupe du Monde de rugby, on parle des JO. Bon, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres choses qu'on ne peut pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire là concrètement sur les JO en termes de bug bounty? Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est sûr, et c'est ce que disait Benoît, c'est les JO, c'est
un événement évidemment incontournable qui n'a pas lieu tous les ans, donc qui est scruté et regardé par des millions de personnes. Et évidemment, ça amène de l'intérêt pour des groupes qui donc sont des groupes étatiques, des groupes cybercriminels, des activistes. Et les menaces, en fait, c'est des menaces qui sont communes, on va dire, à n'importe quel type de menaces qu'on peut retrouver aujourd'hui, sauf que en fait tout l'intérêt des attaquants aujourd'hui, c'est de profiter finalement de la notoriété des JO 2024 ici pour par exemple faire des campagnes de phishing, faire perturber les jeux, etc. Tout l'intérêt est là. Parce que derrière il y a une image forcément qui peut être entachée. Donc voilà, l'aspect derrière, c'est chercher soit à perturber de manière au niveau de l'image, soit à récupérer évidemment un aspect financier derrière. Et la menace, elle est globale. Faut pas tomber dans la peur. On est vraiment sur de la situation, j'ai envie de dire classique, mais évidemment qui est un peu plus scrutée qu'habituellement, quoi. Alors Benoît Groenewald, vous êtes expert en cybersécurité chez EZ France. Racontez-nous en quoi consiste votre métier et après on parlera des JO. Alors bonsoir à tous, je travaille donc pour EZ, c'est une société slovaque au cœur de l'Europe, on existe depuis 32 ans et on est le premier éditeur européen de ce que l'on appelle ce qu'on appelait avant l'antivirus. Aujourd'hui on fait bien plus que cela parce que le périmètre, vous l'avez évoqué messieurs, le périmètre de la surface d'attaque mais également des menaces a évolué. Donc on est passé de l'antivirus à quelque chose qui est beaucoup plus large. Ça va de l'EDR, de l'XDR, protection de la messagerie. Alors peut-être donner des explications sur les acronymes que vous venez de citer. Oui, bien sûr. Antivirus, je pense que ça va. Tout le monde est bon. Tout le monde EDR, Endpoint Detection and Response. Donc là, on passe à un niveau au-dessus de l'antivirus. C'est complémentaire, ça le remplace pas. Ça vient analyser un comportement que l'on a sur une machine, plutôt au niveau utilisateur. Et ce comportement va être qualifié de suspect par différents critères, notamment des règles. Alors, il y a un certain nombre de règles qui viennent d'un framework associatif qui s'appelle Mitre et Attaque. Et d'autres qui sont plutôt corrélés à partir de Mitre et Attaque et puis d'expertise humaine et d'intelligence artificielle. Et puis le XDR, eh bien c'est la combinaison de différentes solutions qui vont, le X vaut pour Extended, qui vont être des sources d'informations qui vont arriver dans une sorte de centre de contrôle, le SOC, Security Operations Center, et grâce à ce SOC, eh bien l'équipe sécurité va pouvoir analyser les différentes informations qui lui arrivent de l'entreprise, des éléments actifs de l'entreprise et extérieurs pour savoir si elle est attaquée ou en cours d'attaque. D'accord. Alors, un grand événement sportif, comment on le sécurise quelle touche de chacun des éléments que vous venez de citer on met? Eh bien, alors, si on se base sur le… Toutes. Exactement, si on se base sur le document que Benoît a cité, le document de l'ANSSI, qui fait effectivement office de référence, eh bien, on va avoir la sensibilisation, les utilisateurs internes, externes. On va aussi avoir le poste de travail, les serveurs, les applications que l'on va pouvoir scanner pour vérifier s'il y a ou pas des vulnérabilités. Le réseau, les parties prenantes, les parties externes, les fournisseurs. Voilà, il y a un grand nombre d'éléments qui vont être pris dans l'analyse de risque et qui vont ensuite devoir nécessiter une attention particulière en fonction de leur utilisation. Alors Benoît, je sais que vous ne pouvez pas tout dire, mais voilà, en complément de ce que vient de dire Benoît, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur le dispositif mis en place? Ce qu'on peut rajouter sur le dispositif et ce qui est… Parlons un petit peu de la notion d'événement. Dans la cybersécurité, l'anticipation et la planification, c'est toujours important. Et généralement, en tout cas, moi, dans une entreprise de service professionnel dans la cyber, expert dans la cyber, généralement, on effectue des déploiements d'outils de protection sur des temps longs. Là, on se rend compte que on déploie des outils, mais pour protéger un événement sur un temps court. Et cette notion de temps court change le paradigme, change des choses. On n'est plus dans un concept de protection d'un système d'information traditionnel, on est dans un événement. Donc bien sûr, les outils, on les utilise, c'est des outils traditionnels, classiques qu'on retrouve dans les systèmes d'information en protection. Mais par contre, on est des pros
et on essaye d'éviter de se retrouver, ce que je dirais, avec un effet Star Wars. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu dans le Faucon Millennium. Là, devant nous, il y a des boutons partout qui s'éclairent. Et là, il y a nos experts cyber qui sont au milieu. Chewbacca, il ne sait pas trop où appuyer parce qu'on n'a pas le temps de ça. Donc, on s'est vraiment attelé avec Paris 2024 à déployer des composants de protection de manière pragmatique. Il faut que ça soit efficace. C'est pas la peine de trop en rajouter si on ne saura pas l'opérer ou si ça nous ralentit. Donc, à chaque fois qu'on se pose une question de déployer un élément cyber, il faut vraiment se dire, est-ce que derrière, j'ai un retour vraiment cyber de protection concret et pas juste prendre tout l'écosystème des solutions cyber qui existent sur le marché, ça va me coûter très cher, mais peu importe, et je mets tout parce qu'en fait, on perd en efficacité. Maintenant, je vous vois acquiescer. Effectivement, dans la cyber et dans d'autres métiers, on a ce qu'on appelle l'alerte fatigue, c'est-à-dire un trop grand nombre d'événements qui vont être générés par parfois des outils mal configurés, trop verbeux ou même inutiles, redondants. Et cette fatigue alerte, elle provoque des biais et souvent des manques qui font qu'on peut avoir une alerte, mais que l'on ne va pas l'avoir parce qu'elle va être noyée parmi d'autres, ou on va pas lui donner le niveau d'importance qu'elle mériterait. Adrien, vous voulez réagir Non, mais c'est pour confirmer, effectivement, il y a un curseur à placer qui est hyper important et qui est compliqué en même temps à mettre en place parce que c'est le curseur de est-ce que finalement on veut quel type de signaux on veut récupérer. Si on prend trop de signaux faibles, on va être effectivement floudé et noyé dans la masse. Et en même temps, si ce curseur-là est placé trop haut, on risque de louper des choses. Donc voilà, c'est tout l'intérêt de à chaque fois mettre le curseur au bon endroit pour réfléchir à chaque solution de pourquoi je veux la mettre en place et derrière, qu'est-ce que je recherche comme information, quoi. Non, j'allais dire, on peut parler techno quand même, rentrons un peu dans le détail. Là, quand on dit on essaye de faire des choses pragmatiques, typiquement, des programmes de Bug Bounty est une grande aide pour nous parce que le programme de Bug Bounty, dans sa conception, nous permet d'évaluer la protection d'applications sur la durée. Mais quand on déploie un problème de Bug Bounty, on réfléchit à comment on le déploie. Donc, on travaille avec des professionnels dans cet axe-là. Et on ne lance pas une application dans un programme de Bug Bounty sans l'avoir testé avant. Donc, nous, avant, on fait des tests d'intrusion, des pen tests sur ces applications pour essayer de voir un peu son état de sécurité. Et une fois qu'on considère que cette application, elle est quand même assez solide d'un point de vue cyber. Elle ne va pas craquer au premier collégien qui va essayer de se connecter dessus avec un outil de scan avec du burp ou autre. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est on la teste. Une fois qu'elle est testée, considère qu'elle est assez costaud. Et à ce moment-là, on la met dans un programme de Bug Bounty. Et le programme de Bug Bounty nous permet d'avoir un test continu de la sécurité de l'application parce qu'une application, ça vit. Donc, au fur et à mesure, il y a des itérations de l'application, elle est dans le programme de Bug Bounty, on continue à la tester. Donc, ce genre de techno nous permet, et c'est juste un composant en fait. Là, j'ai parlé juste de la partie applicative des applications qu'on veut bien mettre dans le programme en plus. Donc, sur les EDR, c'est très intéressant. Ça nous permet évidemment d'avoir une vue sur les endpoints, les postes de travail, les serveurs, majoritairement les postes de travail des serveurs, et ça nous permet d'avoir une vue concrète dessus. Il faut imaginer que quand même, on va se retrouver avec 30 000 volontaires à peu près, donc ils vont être équipés en endpoint. Ça fait beaucoup d'informations à la fin qui remontent. Beaucoup d'informations sur des attaques potentielles qui se passent sur chaque endpoint. Donc déjà, on se retrouve avec un certain volume d'informations qui arrivent sur les vulnérabilités du programme ou autre. Et là, à ce moment-là, on commence à se dire, il faut travailler sur ce volume de données. Et on fait intervenir à ce moment-là l'intelligence artificielle. Parce que ce volume de données, avec des outils classiques de détection d'incidents cyber, de corrélation classique, comme on rencontre sur des SIEM, ça commence à être compliqué d'être efficace en temps réel. Et là, ça fait quand même pas mal d'années que l'intelligence artificielle est arrivée dans la cybersécurité et on capitalise énormément sur l'intelligence artificielle pour travailler sur la donnée que produisent toutes ces solutions cyber.
Alors, je voulais revenir sur… Oui, Benoît, vous vouliez réagir, oui. Oui, c'est important, l'intelligence artificielle. Et ce qui est aussi important, c'est de noter son évolution. Nous, ça fait depuis maintenant 1997, c'est l'année à laquelle on a sorti notre premier papier sur l'intelligence artificielle, et celui qui en a publié avant, c'était IBM. Et à cette époque-là, on devait recevoir à peu près 50 000 ou 100 000 menaces par jour, qui étaient des menaces assez similaires, qui étaient des menaces assez simples hein, comparées à ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Et déjà à l'époque, l'intelligence artificielle nous permettait de les classer et de créer des grandes familles et de ne pas avoir à avoir une signature unique, par exemple, pour chaque fichier malveillant, mais de bien pouvoir détecter des comportements. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que on va prendre cette intelligence artificielle que l'on appliquait avant principalement aux fichiers et qu'on va venir monter d'un cran et l'appliquer à des comportements sur les ordinateurs et sur le réseau d'une manière générale. Et c'est ça qui va nous permettre d'être plus efficace parce qu'aujourd'hui, le fichier malveillant, finalement, c'est une composante d'une attaque, mais c'est une composante qui arrive assez tard. Et comme le précisait Benoît, l'objectif, c'est la prévention de l'attaque, c'est-à-dire détecter l'attaque le plus tôt possible. Et au final, on se rend compte que le fichier malveillant, c'est quand même une partie assez avancée maintenant dans l'attaque. Il y a l'exploitation de vulnérabilités, il y a l'intrusion, l'utilisation de logiciels légitimes, par exemple, l'utilisation de comptes, un login et un mot de passe. Vous avez un certain nombre d'utilisateurs qui vont avoir des logins et des mots de passe. Il suffit que le login mot de passe fuite ou qu'il soit prêté, partagé, etc. Bien, ce type de comportement-là que l'intelligence artificielle va venir analyser au-delà d'une caractéristique d'attaque, je dirais, traditionnelle. Alors, je voulais revenir, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais quels peuvent être les effets sur les JO, par exemple, d'une attaque qui réussirait? Ça, c'est avec l'équipe Paris 24, j'ai bien aimé parce que dans l'équipe de cyber, il y a une personne qui a créé, qui a montré une image d'un match de basket. Et sur le match de basket, il mettait en avant tout ce qui faisait que ce match pouvait se réaliser. Donc le chronomètre, les accréditations parce qu'il faut que les journalistes arrivent, mais aussi les sportifs, les diffusions d'images avec les caméras, le fait que des photographes soient là et connectés pour pouvoir envoyer leurs images. Et il y a tout un ensemble d'éléments qui s'appuient sur des systèmes informatiques, sur des systèmes numériques, pour que des compétitions puissent se réaliser. Et c'est très intéressant parce que l'objectif des Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est que des compétitions puissent se dérouler, que les images soient diffusées et que, in fine, les téléspectateurs puissent accéder ou voir ces images. Et ça s'appuie sur des systèmes informatiques, des systèmes numériques. Donc le risque, c'est quoi? Le risque, finalement, c'est que l'impact, alors, on peut parler des sources, mais l'impact, c'est que si j'ai un problème sur mon 100 mètres avec mon chronomètre, il n'y aura pas de 100 mètres. Donc l'impact, il est un peu différent. Il faut penser, et ça c'est dans la cyber, parce que finalement, là on parle ça parle à tout le monde le sport, donc on se dit il n'y a pas de chronomètre, effectivement, mais c'est un pan important de la cyber qu'il faut prendre en compte, c'est les impacts métiers quand on considère la cyber. Et pas juste, je veux construire un coffre-fort autour de mon serveur. Non, non. C'est quel est l'impact métier. Et l'impact métier pour les Jeux Olympiques, c'est j'ai pas de chronomètre, j'ai pas de diffusion d'images, et ou alors mes athlètes, ils n'ont pas pu arriver sur site, ou alors au niveau de mon portique, pour que les spectateurs puissent rentrer sur le stade, comme il s'est passé à Pyeongchang, finalement, il y avait un problème, et puis on n'a pas pu passer les scans, scanner leur accréditation. Ils ne pouvaient pas rentrer. Donc tout ce qui fait que vous regardez, vous prenez n'importe quel événement, une exposition, et vous regardez tout ce qui se passe en système dans une exposition, s'il y a un système qui ne fonctionne pas, vous ne rentrerez pas, ou alors il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'énergie, ou tout ça, finalement, c'est ça l'incident. Et c'est large. Oui, j'ai noté deux événements qui m'avaient marqué. Sur les JO d'hiver de 2018 organisés en Corée du Sud, une cyberattaque a paralysé le site web olympique et empêché qu'il y ait du Wi-Fi dans le stade. Bon, c'est encore là, ce sont des
des dégâts relativement mineurs, entre guillemets. Et 10 ans auparavant, en 2008, lors des JO en Chine, un code malveillant avait plongé tous les écrans dans le noir lors de l'inauguration, ce qui fait un peu désordre quand même. Benoît, vous voulez… Oui, Benoît aussi. Non, j'allais dire, c'est mineur, mais en fait, on se rend compte, quand vous avez 4 milliards de personnes qui vont regarder la cérémonie, vous n'allez pas retarder d'1 heure en disant excusez-moi, attendez, je vais redémarrer le Wi-Fi, quoi. Ouais. Donc, en fait, l'impact, il est très important. Il est très important pour l'image des jeux, pour l'image. Il y a quand même beaucoup de sponsors qui sont là. Eux, ils n'ont pas forcément envie qu'ils soient associés à un échec. Il y a l'image de la France aussi. Donc, l'impact, on a l'impression, nous, que c'est mineur, mais en fait, il est très important. Il suffit de pas grand-chose. Donc, il faut faire attention. Oui, Benoît. Et alors nous, on voit bien entendu les attaques menées par les activistes, par les groupes d'attaquants, sponsorisés par des États. Mais on voit aussi, et quand Benoît faisait son introduction sur qui peut attaquer les jeux, nous on voit un élément presque externe au jeu, que sont tous les cybercriminels motivés financièrement qui à chaque événement, que ça soit sportif ou événement tragique, par exemple, on l'a vu avec des séismes, par exemple, vous avez des cybercriminels qui vont créer des fausses cagnottes d'appel aux dons, qui vont créer de l'hameçonnage en disant vous voulez regarder les jeux avec le multiplex, toutes les caméras sans payer, cliquez ici, regardez sur l'IPTV. Et en fait, eux vont massivement profiter de l'opportunité médiatique des jeux pour pouvoir améliorer leur quotidien, peut-être vivre ou en tout cas faire leur business. Et ça, c'est un impact qui est très fort parce que au final, effectivement, les jeux doivent se tenir, mais la population qui veut regarder les jeux ou qui veut profiter des jeux va elle aussi être ciblée. Adrien, vous vouliez réagir ? Tout à fait. En fait, il y a plusieurs types de populations. Donc, on a les téléspectateurs, les personnes qui veulent profiter des jeux en allant voir les sportifs. Et on a aussi, évidemment, les bénévoles, les personnes qui gèrent tout ça, qui peuvent être impactées. On va avoir le système de billetterie en ligne. Enfin, tous ces impacts-là, en fait, effectivement, on pourrait dire de manière isolée, effectivement, quand on est chez nous, redémarrer le Wi-Fi, c'est pas très grave. Sur un événement, évidemment, comme les JO, l'impact est bien différent parce que il y a une réaction en chaîne, c'est un peu un effet domino. Effectivement, si on extrapole, je sais pas, un système de chronomètre qui fonctionne avec du Wi-Fi, si le Wi-Fi fonctionne pas, du coup le chronomètre fonctionne pas, du coup la compétition n'a pas lieu. Enfin, c'est tout ça et ces modèles de menaces, il faut évidemment les prendre en compte. Les campagnes de phishing, une fausse cagnotte, etc. Finalement, c'est classique, mais encore une fois, c'est l'aspect événementiel et de la chose qui va faire que les attaquants, les cybercriminels vont profiter de cette situation pour essayer de tirer parti de cet événement-là. Effectivement, une fausse campagne de phishing pour pour faire du merchandising, des tickets, de la billetterie moins chère, etc. C'est évident que c'est des choses qui intéressent les cyberattaquants. On s'aperçoit en vous écoutant, messieurs, qu'en fait, c'est vraiment un écosystème qui va devoir fonctionner ensemble, des transports, de l'énergie, du Wi-Fi, du réseau, des sites e-commerce. Complètement. Moi, j'ai parlé tout à l'heure de l'anticipation. Après, on arrive à la phase de coordination. Il y a énormément d'acteurs. Il y a beaucoup de partenaires en France des Jeux Olympiques. Il y a un certain nombre de partenaires critiques. Il y a les services de l'État, il y a l'ANSSI, et puis il y a les sponsors, les partenaires technologiques, comme Atos, Eviden, comme Cisco et Orange, avec qui on travaille en étroite collaboration. Et là, on parle de coordination. Oui, il y a un gros écosystème à prendre en compte. Après, c'est là où, dans cette coordination, c'est aussi important, et on retombe sur des aspects cyber, il faut bien définir les rôles de chacun. C'est comme dans une équipe de foot, on ne fait pas jouer le gardien en attaque, sinon on va avoir un souci. Donc on définit ses rôles. On peut parler de RACI dans le détail, mais avant de parler de RACI, il faut bien se dire quel rôle je joue dans la protection cyber. Moi, mon rôle chez Eviden, c'est de travailler avec Paris 2024 et de protéger le comité olympique et certains sites olympiques et les sites olympiques. Par contre, moi, je n'irai pas protéger les services du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas mon rôle. Là, l'ANSSI intervient et le ministère de l'Intérieur intervient pour protéger certains actifs.
je ne vais pas protéger les mairies ou la préfecture de police. C'est pas mon rôle. Donc c'est important de définir les rôles pour éviter, je vais le dire, mais d'une certaine manière, de courir tout nu dans un couloir, dans les couloirs, en hurlant, en levant les bras. Non, il faut bien définir les rôles. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et ça, c'est important dans la coordination. Et c'est un travail qui a été fait depuis pas mal de temps avec Paris 2024, encore une fois, les services de l'État et l'ANSSI. Il faut que par exemple, il faut que les athlètes arrivent sur site. Il y a des entreprises qui permettent aux athlètes. Il y a Air France, les aéroports de Paris, il y a les SNCF. Encore une fois, c'est pas mon rôle. Et j'ai aucun souci, même si par ailleurs, ça peut être des clients par ailleurs. Mais en tout cas, dans mon rôle cyber de partenaire de Paris 2024, encore une fois, il faut chacun savoir où est sa place pour pouvoir être efficace. Oui, allez-y. Ouais, la coordination, pardon, c'est hyper important parce que ça permet de se préparer. Et quand chacun sait ce qu'il a à faire, potentiellement s'il y a un quelconque incident, même mineur ou quelque chose à gérer, chaque personne sait exactement ce qu'elle a à faire et c'est toute la préparation en amont qui est hyper importante. Comme ça, chaque intervenant intervient au bon moment sur son périmètre. Et effectivement, c'est là où les personnes sont les plus compétentes et elles interviennent au bon moment et c'est comme ça que ça permet d'être mieux géré, on va dire, au quotidien. Question naïve, il y a une cellule de coordination. Qui coordonne tous ces acteurs-là? Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr. Il y a plusieurs cellules de coordination au niveau des services de l'État. Encore une fois, l'ANSSI joue un rôle de coordination sur son périmètre. Et pendant les Jeux Olympiques, il y aura un Technical Operations Center localisé au niveau des locaux de Paris 2024 qui a été ouvert il n'y a pas si longtemps, dans lequel seront toutes les équipes qui seront là pour coordonner. On aura des représentants aussi de notre Security Operations Center. Il y a des représentants de chaque partenaire. Ça sera le site un peu central de coordination pour la partie Paris 2024. Mais encore une fois, au niveau de la coordination, il y a le CNSJ aussi qui s'occupe de la coordination au niveau des événements. Il y a le ministère de l'Intérieur. Il y a plusieurs systèmes de coordination. La préfecture de police de Paris. Donc, il y aura plusieurs centres. Ça, c'est préparé. Ça, évidemment, ça fait partie, comme dit Adrien, de la coordination, de se préparer à ça. Et puis derrière, de répéter tous ensemble, de s'entraîner, parce que c'est une équipe. Quand on est aussi nombreux, il faut s'entraîner à répondre. Il faut être prêt. Sachant qu'on rappelle les effectifs qui seront sur le terrain en juillet prochain, c'est combien de personnes? D'un point de vue volontaire, oui. Il y aura 30 000, à peu près 30 000 volontaires sur le terrain. On parle, vous avez cité les chiffres, ils sont assez importants en termes de spectateurs aussi. Et puis, Benoît en a parlé, il y a les gens, les gens autour. Ça sera à Paris. Il faut penser aussi qu'il y a des habitants qui seront là. Donc, ça fait beaucoup de monde quand même à gérer. Benoît, vous vouliez réagir? Oui, moi ça m'amène vraiment à penser à la complexité du numérique, comme Benoît l'évoquait. Je veux dire, le numérique est partout et il suffit d'un grain de sable pour que la machine, ou en tout cas une partie de la machine, ne fonctionne plus. Mais ce qui m'amène surtout à réfléchir à la coordination, à la préparation. On le voit d'ailleurs quand on est bien préparé, et je pense à des mairies, je pense à des hôpitaux, nos hôpitaux qui se sont fait beaucoup attaquer. Alors c'est certainement aussi grave, mais sur une échelle plus petite. On a vu certains hôpitaux qui n'étaient pas bien préparés et qui se sont retrouvés dans des modes dégradés très compliqués, à devoir déplacer des opérations, des soins, etc. Ne pas savoir qui était malade de quoi, par exemple, parce que maintenant le dossier patient est souvent numérique. Et d'autres hôpitaux qui, eux, en étant bien préparés, ont quand même parfois subi des attaques, mais les ont détectées le plus vite possible. Et cette préparation, cette coordination, notamment je pense au CHU de Brest par exemple, où un vendredi soir, qui est souvent le meilleur moment pour le cyberattaquant de déclencher, pas forcément d'attaquer mais de déclencher, eh bien le CHU de Brest a vu des activités suspectes sur son réseau. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable d'appeler la personne en charge, le DSI, le RSSI, de le sortir de son week-end, de savoir où il est, de pouvoir l'actionner et ensuite de prendre toutes les mesures qui vont faire que l'on va
éviter la contamination générale du réseau. Et donc, on a bien cette notion de préparation et d'anticipation qui fait qu'au moment où ça arrive, chacun sait ce qu'il a à faire et qu'on peut réagir de manière coordonnée pour contenir au maximum les attaques. Alors, nous sommes à quelques mois de cet événement planétaire, comme je disais, les JO de Paris 2024. Quelles vont être les étapes là, qui vont se passer dans les mois qui viennent? Là, déjà d'un point de vue opérationnel, on est prêt là. Je veux dire, nos équipes, nos solutions sont déjà opérantes. On imagine bien que d'un point de vue cyber, on n'appuie pas sur le bouton on la veille. Donc, ça serait une mauvaise idée, je pense. Donc là, on est prêt. Après, on va continuer à s'améliorer et améliorer, à optimiser tout ce qu'on est en train de faire d'ici les Jeux Olympiques. Mais on considère que là, on est prêt d'un point de vue vraiment opérationnel cyber. Maintenant, les prochaines étapes, c'est que on va travailler, améliorer cette coordination. On va faire aussi, on va se tester. Dans la cyber, je ne parle pas forcément des Jeux Olympiques, mais quand on déploie des systèmes de détection et de protection, on les teste. Donc il y a plusieurs activités de façon de tester. On fait du red teaming, on teste pour voir si par hasard on aurait oublié un morceau du SI dans un coin, ou alors peut-être qu'on n'a pas mis ce qu'il fallait au bon endroit en termes de protection. Donc là, on va se tester. Et puis avec nos partenaires, on va aussi voir et revoir tout ce qu'on a déployé en termes de configuration pour voir si vraiment. Donc là, on est vraiment on est devant notre table de mixage et on est en train un petit peu on a notre morceau qui est prêt et on est en train de faire les ajustements pour arriver à la finalité. Le système d'information des JO, c'est combien d'applications? Si c'est possible de dire le chiffre. Ou j'ai un ordre d'idée. Un ordre d'idée, ouais, c'est plusieurs centaines. Plusieurs centaines, d'accord. Plusieurs centaines. Ok. Et comment, du coup, on arrive à englober ces plusieurs centaines d'applications? On fait des programmes de bug bounty. Non, mais oui, mais on en parlera. Mais c'est un système d'information complexe. On n'a pas forcément envie de tout relier non plus. D'un point de vue protection, c'est un grand classique, on cloisonne. Donc, on a des systèmes plus ou moins critiques qui sont cloisonnés les uns vis-à-vis des autres. Il y a des systèmes qui sont reliés sur lesquels on est très attentif. Donc, quand il y a des interconnexions, il y a une interconnexion qui se fait souvent au niveau des identités. Donc, les systèmes qui fournissent tout ce qui est identité et authentification sont très à regarder. Et puis, il y a quelque chose qui va beaucoup nous aider, c'est la threat intelligence. La threat intelligence va nous permettre, parce qu'à partir du moment où vous avez votre base technique et technologique qui est solide, il faut qu'elle évolue en fonction de la menace. On en a parlé au départ. La menace, elle évolue. La threat intelligence nous permet, parce qu'on l'a automatisé et orchestré, nous permet de déployer des contre-mesures en temps réel en fonction de l'identification des menaces. Et ça, c'est un travail qui va continuer à se développer, l'automatisation, l'orchestration de nos systèmes, basé encore une fois à l'aide de composants d'intelligence artificielle. Et ça, on va encore le renforcer. Benoît, et oui, Adrien après. Et alors pour nous, on est vraiment un acteur majeur dans la cyber threat intelligence et j'aimerais peut-être donner un petit éclairage sur ce que ça peut être, notamment en termes de métier. Donc on a des analystes en cyber threat intelligence qui notamment scrutent un certain nombre de sites internet, de forums, d'actifs, on va dire, sur le réseau et pas que le réseau sombre. Et grâce à cela, on va récupérer des éléments qui vont parfois nous donner des informations sur des attaques qui sont en cours, sur des attaques qui sont en préparation, parce qu'au final, l'attaquant lui aussi doit monter son infrastructure. C'est-à-dire que nous, on a un certain nombre d'infrastructures qui peuvent être cloud ou pas, mais pour attaquer, l'attaquant, il fait pas ça de chez lui. Donc, il doit prendre d'assaut des serveurs d'application notamment, ou des serveurs mal configurés, des machines zombies pour pouvoir faire du DDoS, par exemple. Il va agréger un certain nombre de machines et opérer ces attaques depuis ces machines-là. Et donc, nous, on scrute tout cela et ensuite, on le transforme soit en flux
que l'on va fournir, notamment à des prestataires comme Atos, soit on va en faire des rapports. Et ces rapports vont être fournis de manière généralement plutôt stratégique et vont permettre de donner soit une vue d'ensemble, soit une vue précise sur les méthodes, donc on appelle ça tactiques, techniques et procédures utilisées par les groupes cybercriminels pour pouvoir soit pénétrer dans les réseaux, soit y proliférer, on va dire, se déplacer dedans, et on essaye d'apporter comme ça une vision à la fois interne et externe de ce que font les attaquants pour pouvoir perpétrer leurs attaques. C'est un élément important, là, je l'ai dit, la threat intel. Il y a un composant qui est important, il faut toujours imaginer, je reviens sur le 100 mètres, le 100 mètres c'est à peu près 10 secondes. 10 secondes pour se protéger, en cyber c'est quand même très court. Alors, bien sûr, on peut pas se dire que l'attaque elle va se produire dans les 10 secondes, mais c'est pour se situer un petit peu. Nous, on est là pour protéger des épreuves. En 10 secondes, on n'a pas trop le temps de se poser des questions. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais la threat intel, on l'automatise. On est là, on n'a pas le temps de regarder le flux en se posant la question si c'est intéressant ou pas pour nous. Non, le flux, nous, on l'a orchestré, il faut l'automatiser, ça. On ne peut pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui lise une information et se dise que c'est intéressant. On a 10 secondes. Donc, notre objectif, c'est le temps réel. Et la threat intel, on la consomme en temps réel pour déployer des contre-mesures en temps réel. Il y a toujours ce paradigme un peu à prendre en compte dans le contexte d'un événement sportif. Adrien. Ouais, du coup, ces 10 secondes, en fait, ça peut être à la fois très rapide et en même temps, j'ai envie de dire presque, si on prend image par image, si on prend le côté encore une fois sportif, si on fait l'analogie de la photo finish ou des fois on prend l'image par image, c'est un peu ça, en fait, d'aller chercher justement ces signaux, ces quelques signaux qui vont nous alerter. Il y a une prise de décision qui doit être faite rapidement. Du coup, on essaye de faire en sorte que cette décision-là soit la meilleure, en tout cas à l'instant T. Pour revenir sur la partie, du coup, test, entraînement, en fait, ça, évidemment, c'est en lien avec la coordination. Une équipe de foot qui n'est pas entraînée, où les joueurs n'ont jamais joué ensemble auparavant, on peut imaginer que le match va pas forcément bien se passer. Et donc là, tout ça, c'est de l'entraînement, c'est du test. Alors, il y a un adage, quand on fait du développement, on dit tester, c'est douter. Je pense qu'ici, on va éviter de jouer avec ça et on va aller tester. Et en fait, c'est vraiment de l'entraînement et c'est coordonner les équipes et faire en sorte que ces équipes, finalement, elles soient habituées derrière, en fait, à connaître les outils. Ça permet... Benoît en a parlé, le red teaming. Red teaming, donc ça a tout un intérêt ici, puisqu'on va aller un peu chercher éventuellement un serveur qu'on aurait oublié, une application qu'on aurait peut-être manqué de cartographier. Et cette partie cartographie est hyper importante, c'est-à-dire que d'avoir en permanence la notion des assets, donc du périmètre, de qu'est-ce qui est exposé. Qu'est-ce que potentiellement les attaquants pourraient, en tout cas, seraient intéressés d'aller attaquer. Et c'est ce niveau-là. Évidemment, il y a des serveurs, des applications qui sont plus critiques que d'autres. Il faut prioriser. Et tout ça, ça fait partie de la cartographie et du mappage qu'on a sur ce type d'événement, quoi. Je voulais revenir sur le côté formation et sensibilisation, puisque vous disiez il y a 30 000 volontaires, vous m'aviez dit aussi il y a 4 000 personnes au niveau du comité qui vont être là le jour J. Comment on intègre ces personnels-là qui vont arriver tout d'un coup et qu'on les forme ? Alors ça, c'est pas forcément... alors nous qui sommes dans la cyber, la sensibilisation et la formation, c'est pas quelque chose qui est lié uniquement aux Jeux Olympiques. C'est fondamental. La plupart des attaques encore à l'heure actuelle sont de sources assez basiques chez le grand public. On parle des campagnes de phishing. Je veux dire, la plupart du temps, c'est un lien qui est même pas très complexe. On parle de typo squatting, mais sans aller jusque-là. Un lien qui ressemblerait avec un logo mal fait d'une banque ou d'autre sur une campagne de phishing. C'est très simple et c'est juste parce que les personnes qui reçoivent ces mails-là n'ont pas été sensibilisées au fait ou formées, sans même former, parce que former voudrait dire qu'on vraiment ils viennent puis on leur explique que la notion de formation c'est une étape importante, mais la sensibilisation c'est juste quelques éléments réflexes. L'ANSSI a beaucoup publié là-dessus sur la sensibilisation, mais le commun des mortels ne passe pas son temps à aller sur le site de l'ANSSI pour regarder comment être sensibilisé, je pense.
Donc la sensibilisation, c'est évidemment très important. Quand on a du personnel au comité olympique, c'est peut-être plus simple de les sensibiliser parce qu'ils arrivent sur une durée plus longue, même de les former dans ces cas-là. Les volontaires, effectivement, ça va être différent. Et vient en compte le fait qu'on considère peut-être que ces volontaires n'ont pas le même niveau de sensibilisation et de formation que des personnes qui seraient là depuis un certain temps. Il faut le prendre en compte dans ce qu'on déploie en termes de cyber, de protection. Il faut prendre en compte que peut-être dans nos analyses de risque, que cette population est peut-être un peu plus à risque parce que moins formée et moins sensibilisée. Mais c'est encore une fois assez traditionnel dans la cyber. Dans toutes les entreprises, on fait des campagnes de formation et de sensibilisation et de plus en plus, les entreprises investissent dedans. Donc c'est encore assez classique, mais effectivement, c'est un enjeu. C'est un enjeu, ces 30 000 volontaires. Ouais. Oui, parce qu'ils vont arriver pas 3 mois avant, donc ils vont arriver au dernier moment. Ils vont arriver au dernier moment, ils font attention. Non, mais bien sûr, il y a plein de choses. Ouais. Quand ils vont arriver et qu'on leur donne accès à quelque chose, ils n'arrivent pas, et puis on leur donne un mot de passe, puis allez-y, débrouillez-vous. Il y a tout un cursus, évidemment, qui permet d'enrôlement, qui permet d'accéder ou pas à des informations. Benoît, sur cet aspect sensibilisation. Oui, on est presque au cœur du problème. On a une statistique qui dit que sur une attaque, il y a à peu près la moitié de l'attaque qui vient de vulnérabilité dans des applications ou sur du matériel, et l'autre moitié qui vient de social engineering, donc l'hameçonnage, la fatigue MFA aussi. Alors ça, c'est très bien. Moi, si j'ai une recommandation, MFA, expliquer peut-être. Alors, si j'ai une recommandation, c'est sur nos comptes de messagerie, par exemple. Aujourd'hui, on se connecte avec un login et un mot de passe, et sur les sites plutôt bien faits et consciencieux envers notre sécurité, on va vous proposer d'activer un deuxième facteur, et ce facteur, généralement, c'est un code à 6 chiffres que l'on peut recevoir par email, SMS, ou que l'on va avoir sur une application qu'on va avoir sur son téléphone. Et donc, ce fameux code à 6 chiffres, certains groupes de rançongiciels se sont notamment aperçus qu'il suffisait de faire beaucoup de demandes à l'utilisateur, et puis qu'au bout d'un moment, l'utilisateur, il en avait marre, et au lieu de dire refuser, ce n'est pas moi, il craquait, il disait oui, c'est moi, et puis au moins il pouvait par exemple continuer à dormir. Donc le MFA est l'élément, à mon sens, fondamental dans la protection, bien entendu un bon mot de passe, etc., mais fondamental dans la protection. Et puis ça fait partie de l'hygiène que nous devons avoir en tant que professionnels, l'hygiène que l'on doit avoir, par exemple, je pense à des étudiants qui codent, de eux-mêmes bien se protéger, et puis d'avoir des notions de security by design, protection by design, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit que quand on fait une application pour un événement sportif, mais pas que, parce que si on fait une billetterie en ligne, il faut réfléchir à ce que l'on va faire pour éviter que cette application ne devienne potentiellement un moyen pour des cybercriminels de la détourner, de se faire de l'argent et voire d'arnaquer ceux qui pourraient l'utiliser. Andrea. Ouais, c'est tout l'intérêt des audits de sécurité, du bug bounty, etc. C'est donc effectivement sensibiliser les développeurs qui vont aller créer les applications, les applications de ticketing, etc. En ligne. Donc on a cette hygiène en interne côté développeur, créateur, mais en fait finalement il y a aussi la sensibilisation et la formation du coup des bénévoles. Et là encore une fois, c'est ça qui est assez finalement intéressant, c'est que on est vraiment sur du basique de chez basique, c'est avoir une hygiène vis-à-vis de la sécurité. Effectivement, c'est ne pas réutiliser le même mot de passe partout, parce que ça, évidemment, que les cyberattaquants ils savent comment ça fonctionne et ils manqueront pas en tout cas d'essayer de le faire. C'est déployer du MFA, en tout cas du second facteur d'authentification quand c'est possible. On est sur du classique où aujourd'hui on est quand même à une époque que tout le monde a déjà entendu parler. Et en fait, le phishing, c'est pareil. Pourquoi potentiellement ça peut marcher? C'est juste que les JO 2024, donc c'est un événement, on l'a déjà dit et répété, et en fait on est noyé dans l'information, et un peu j'ai envie de dire comme à la manière du MFA où on a l'alerte qui arrive 15 fois, au bout de la 16e on craque, on clique sur oui. Je sais pas, si on reçoit 50 mails parce qu'à un moment donné, je sais pas, on avait été intéressé pour les JO, et puis dans les 50 mails, il y en a un où on se dit ah peut-être que, en fait, il suffit que le peut-être que derrière se transforme en mail de phishing. Voilà, et ça, c'est encore une fois du classique, de l'hygiène, de la sensibilisation, de la formation. En tout cas, sur le phishing,
ce lien qui est souvent utilisé dans les mails de phishing. Nous, on fait ce qu'il faut pour que quand vous cliquez sur le lien dans le périmètre de Paris 2024, ça vous emmène nulle part. Donc ça fait appel à différentes technologies, mais c'est dans des périmètres que nous, on maîtrise. Et c'est notre rôle. Nous, encore une fois, moi, j'interviens sur des périmètres de Paris de l'organisation. Et ça fait appel à pas mal de systèmes pour que ces liens puissent être inefficaces. Vous pouvez recevoir cet email, mais moi j'ai un périmètre limité. Et ensuite, c'est les autres acteurs qui prennent le relais sur le périmètre beaucoup plus large. Et puis les dernières choses, moi je me suis rendu compte que la sensibilisation, parce que nous on est des pros de la cyber, il ne faut pas nous demander à nous de faire de la sensibilisation auprès des populations, parce qu'on est tellement imprégné de tout ça, c'est qu'on fait même plus attention. Et des choses, moi j'aime bien ce que tu as dit sur les choses simples. Ben, nous on n'y fait même plus attention et on le dit plus. Moi je me rends compte, des fois je le dis plus aux gens parce qu'on baigne dedans et ça nous paraît tellement aberrant qu'on se dit ça c'est fait. Mais en fait pour la plupart des gens c'est pas fait du tout, quoi. Alors, je me tourne vers les organisateurs, organisatrices. Est-ce qu'on a des questions? Moi, j'en ai encore une, potentiellement. Oui, c'est bon? Alors, voilà, Benoît, tout à l'heure, vous avez parlé de Security by Design. Du coup, quelle tournure ça prend, la Security by Design, dans le cadre des JO? Dans le cadre des JO, quand on a construit le système d'information, on a construit la cyber en même temps. Donc, on ne s'est pas dit, tiens, on déploie le système d'information, le Security by Design, et après, on se pose des questions de cyber. La cyber s'est construite en même temps. Et les équipes de Paris 2024 se sont attelées à ça. Et ça, c'était fondamental. L'organisation s'est développée avec ce sens cyber. Et ça, c'est le Security by Design. C'est pas arriver a posteriori et se retrouver à dire, bon, bah, ok, j'ai mes serveurs, mes systèmes qui sont un peu partout. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour les sécuriser? Ça, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous pensez cyber, si vous intégrez les gestes cyber et les architectures cyber dès le début du développement de vos systèmes, évidemment, c'est beaucoup plus simple et efficient. Donc, c'est là où c'est aussi quelque chose d'intéressant de mon expérience, en tout cas dans cette organisation, c'est d'avoir la cybersécurité au cœur du système d'information. Alors, je dis ça parce que en même temps, je baigne dedans tous les jours en termes de cyber, mais on le voit pas forcément toujours. Le nombre de fois, à mon avis, chez des clients où on rencontre des responsables de sécurité informatique qui se débattent avec leur métier ou avec leur DSI interne pour avoir du budget pour déployer certains composants basiques. Là, c'était pas le sujet. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple et efficient de se retrouver au cœur du système et pris en compte. Je dis pas que c'est toujours très simple, parce que évidemment, encore une fois, c'est pas non plus budget limité. Il faut que ça soit efficient, il faut que ça soit efficace, donc c'est raisonné. Mais par contre, d'être au cœur de la construction du système en pensant cyber, ça change tout. Je suis totalement d'accord, et de l'expérience que j'ai en tant que pentester que j'ai eu sur plusieurs années, c'est effectivement un constat malheureux qu'on peut faire où en fait effectivement donc il y a des failles des vulnérabilités qui sont découvertes, et puis on a le RSSI, le DSI qui nous dit effectivement on n'a pas eu le temps de déployer ça au départ comme système de sécurité. On le fera plus tard, on va le faire, etc. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est tout l'intérêt et tout l'enjeu du Security by Design, c'est en fait, certes, ça peut avoir un certain coût au début d'imaginer le côté sécurité, implémentation, etc. C'est un coût humain, financier qui est un peu obligatoire, un passage obligatoire. Cependant, le jour où potentiellement il y a une vulnérabilité qui pourrait être découverte, en fait c'est tout ce Security by Design qui a été implémenté avant qui fera que le coût, on va dire, final est moindre que celui de en fait se poser la question des années après, de se dire ok, en fait il faut que je reconstruise limite tout de zéro pour réimplémenter mes solutions de sécurité dans mon application, dans mon code, etc. Et c'est tout cet enjeu-là, et on le voit. Alors je sais pas si ça parle pour certains avec les attaques de SolarWinds, pardon.
où en fait typiquement en fait c'est le logiciel de l'éditeur qui a été, où il y a eu une backdoor qui a été implémentée dedans, et donc du coup tout le code derrière qui était comment dire développé via cet éditeur là était lui aussi finalement s'est retrouvé un peu vulnérable. Et tout le concept de security by design, c'est vraiment de penser la sécurité au début du projet et pas en cours de route ou à la fin. Benoît, vous aurez le mot de la fin. Oui, bah, merci. Effectivement, c'est la pression. Security by design ou plus loin que ça Security by design, et puis peut-être un mot de conclusion et on terminera avec... D'accord. Bah, sur le security by design, moi je suis parfaitement d'accord. Hein. Intégrer la sécurité par défaut est une bonne pratique. Ça coûte généralement moins cher et surtout la question, on dit souvent en cyber, la question n'est pas tellement si je vais être attaqué, mais quand. Et on le voit avec, encore une fois, les hôpitaux, les mairies, et puis beaucoup d'entreprises, certaines qui déposent le bilan d'ailleurs après des attaques. Donc, si on n'intègre pas dès le départ dans ces bonnes pratiques le security by design, bah, au final, on va se retrouver bien souvent avec une situation inextricable à la fin et qui coûtera beaucoup plus cher que de l'avoir intégré dès le départ. Et puis, je pense aussi, notamment quand on est développeur, que le security by design est intellectuellement beaucoup plus enrichissant. C'est-à-dire que si vous faites une application et puis que vous faites pas du code, mais que vous vous dites ok, ben là j'ai une entrée, je vais imaginer ce qui pourrait rentrer, éviter les injections SQL, etc. Ben, vous avez quand même quelque chose qui est plus fort, plus robuste et puis aussi plus sympa à coder parce que vous avez créé une vraie application et pas juste quelque chose qui fonctionne. Adrien, que dire de plus? C'est compliqué. Okay. Non, je rejoins complètement. Effectivement, pour finir, security by design, c'est effectivement le concept de base qui doit être compris. C'est pas être tout le temps dans la peur, mais c'est juste s'imaginer dès lors que j'ai une entrée utilisateur qui est possible, comment est-ce que je peux faire en sorte pour éviter qu'un utilisateur malveillant puisse interagir avec une base de données, puisse interagir avec des serveurs internes, etc. Et c'est tout ce concept de security by design, c'est-à-dire que chaque composant, chaque brique de mon application est pensé de manière que si jamais il arrive quelque chose, et ben en fait, c'est de mettre des barrières. Encore une fois, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Par contre, mettre des barrières, des remparts pour empêcher la progression de l'attaquant et du coup permettre de détecter cette attaque parce qu'on a mis les barrières qui empêchent de progresser facilement, en fait, c'est peut-être les 10 secondes que Benoît disait tout à l'heure qui vont nous permettre de réagir et de stopper l'attaquant avant qu'il entre dans le système. Alors Benoît, le vrai mot de conclusion cette fois-ci. Moi, il y a quelque chose, parce que, alors, encore une fois, je le dis, mais je suis dans la cyber, mais j'adore le sport, et ce que j'ai découvert au travers de cette organisation-là qui n'est pas finie, c'est que c'est un vrai travail d'équipe. Je rejoins le côté sport, mais c'est un travail d'équipe et pas que dans cette organisation, que les gens qui participent à cette organisation, tous les experts, mais de la communauté française en termes de cyber. Je rencontre plein de gens, c'est pas la première fois que je rencontre des acteurs de la cyber. Je suis très content d'être venu à Wild Code School parce que on a besoin d'experts cyber. Pour ceux qui sont tentés, c'est une communauté très intéressante. On rencontre plein de gens qui sont prêts à partager. On adore partager notre expérience dans la cyber. Vous rencontrerez plein de gens qui sont prêts à vous transmettre des choses, à communiquer. Encore une fois, il y a une communauté cyber en France qui est très forte. Je sais qu'il y a des aspects des fois un peu commerciaux, évidemment. Hein. On n'est pas des assos. Mais néanmoins, il y a ce partage, il y a cette force et il y a cet élan autour des Jeux Olympiques et ce travail d'équipe autour des Jeux Olympiques et ça porte cet écosystème cyber en France. Et à chaque fois qu'on se rencontre, on est content de partager. Donc, moi, j'étais très content, encore une fois, de vous envoyer plein d'informations, de vous donner plein d'informations. On pourrait en parler des heures, je crois, si vous ne nous arrêtez pas. Effectivement. Écoutez, merci infiniment à vous trois. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce Wild Talk. Il y a des questions? On a été super clair. On va regarder s'il y a des questions. Ah oui, pardon, dans le public et peut-être en ligne, je ne sais pas. Alors, dans le public, déjà? C'est toujours la première, la plus dure. Oui.
Ah, attendez, le micro arrive. C'est bon, on m'entend? Oh là, très bizarre. Bonsoir, merci. Vous avez parlé au tout début que vous faisiez des analyses dynamiques et ensuite vous avez parlé du fait que vous déployez des solutions en interne et qu'il y en a plusieurs centaines. Je voulais savoir comment elles étaient constituées. En fait, vous les créez à partir de clusters que vous avez observés qui sont déjà existants ou est-ce qu'il y a une partie de discovery où en fait en interne, vous réfléchissez, vous mettez vos meilleurs experts et vous dites, OK, à quelle faille on n'a pas pensé? Qu'est-ce qui n'est jamais encore arrivé? Et qu'est-ce qui pourrait se passer? Et quel serait notre scope, en fait? Comment on peut intervenir sur des choses comme ça? Oh, la grosse question. Ouais, c'est très large. Qu'est-ce que c'est que cette question? Vous avez pris votre élan, vous avez bien fait. J'ai parlé, alors c'est une question, j'ai parlé un petit peu à un moment donné de l'évolution de la menace. Quand on a déployé, là on est prêt avec des solutions qui sont actuelles. Le paysage de la menace dans 6 mois, il ne sera pas le même. Donc il faut que ces solutions évoluent en fonction de la menace. Et pour que ces solutions évoluent en fonction de la menace, on a beaucoup capitalisé sur l'intelligence artificielle. Il y a des choses, pendant longtemps dans la cybersécurité, on a créé des règles de corrélation, des règles manuelles. Ça fait pas mal de temps que dans le milieu industriel, avec les partenaires industriels, éditeurs, on est passé en mode intelligence artificielle parce que les attaquants utilisent de l'intelligence artificielle pour améliorer leur schéma d'attaque et leur solution d'attaque. Nous, il faut faire la même chose. Hein. C'est comme ça, c'est un peu comme le dopage dans le sport. Hein. Ils améliorent toujours les solutions de dopage et ceux qui les détectent améliorent toujours leur système de détection. Mais nous, c'est un peu pareil. Du coup, on utilise beaucoup d'intelligence, c'est vrai, on capitalise énormément sur l'intelligence artificielle. J'ai pas dit que c'était de la magie, mais en tout cas, si on n'a pas cette intelligence artificielle, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter sur la durée à la menace. Je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, c'était ma réponse. Apparemment, c'était la question, effectivement. Merci beaucoup pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, encore vous, madame, allez-y. Ah, plus simple. Plus simple. Dans les logiciels ou les solutions déployées, est-ce qu'on est auto-responsable, autonome complètement sur tout ce qu'on met en place? Je m'explique. Si, par exemple, dans les logiciels déployés pour sécuriser toute une infrastructure, on implémente une librairie qui est hébergée sur des serveurs au Pakistan. Exemple. Il y a un shutdown au serveur. Exemple SolarWind. Par exemple, il y a un shutdown sur un serveur qui est très loin, dont on ne sait même pas la plupart du temps qu'on l'utilise quand nous, petits développeurs, à notre petit niveau, on ne sait pas tout ce qui est relié en fait. Finalement, notre solution, elle est performante, mais en fait, sans cet outil-là, elle ne peut plus fonctionner. Et comment on peut réagir en 10 secondes face à ça? Alors, c'est différent. Hein. Attention, si on déploie des solutions cyber et qu'on considère que ces solutions cyber, elles peuvent être source de menaces, là, il ne faut pas non plus rentrer dans un mode où on imagine que... Donc nous, on fait des analyses de risque exprès pour ça. C'est-à-dire qu'on évite de se dire potentiellement ça pourra arriver si... Alors non, on fait des analyses de risque pour que ça soit cohérent et mesurable. Par contre, dans le développement logiciel, et tu en as parlé tout à l'heure, Adrien, c'est pas bien. Il ne faut pas faire ça. Et la cyber est maintenant intégrée dans les développements logiciels pour éviter de se retrouver à utiliser des librairies vulnérables. Parce qu'effectivement, c'est bien de développer, et on sait que le principe de développement, c'est surtout de sortir un produit in fine. Mais maintenant, on intègre de plus en plus dans les chaînes de développement des experts cyber. On parle de DevSecOps maintenant depuis pas mal d'années. Donc, c'est une façon de développer en intégrant la cyber et les politiques de sécurité pour éviter d'intégrer du code avec une faille. Et je pense que toutes les solutions, et je pense que quand IZ développe ses produits, ils sont très attentifs à ça. Parce que ça serait dommage que le système de protection antivirus soit lui-même intégré une faille. Donc je pense que dans le principe de DevSecOps, les produits de cyber
ont une avance sur tous les autres produits. Hein. Oui, c'est évident. On a énormément de très bonnes pratiques dans le développement. Par exemple, pour tout ce qui est analyse des fichiers zip, RAR, etc., compressés, on redéveloppe. On n'utilise pas un produit commercial ou une librairie commerciale ou même open source. On redéveloppe nos propres librairies et on fait en sorte d'avoir une surface d'attaque qui est la plus faible possible avec nos propres outils, effectivement. Je vais reciter un mot-clé, Security by Design. A priori, ça rentre complètement dedans, effectivement, et ça rentre aussi en jeu. Si jamais il y a l'utilisation d'une librairie, et on a pu le voir, l'expérience pour ceux qui connaissent Log4j, et ben c'est en tout cas la cartographie qu'on a évoquée tout à l'heure. Ben en fait, cette cartographie, c'est de dire ok, dans mon application, je sais que j'utilise tel type de librairie, et auquel cas, s'il y a une CVE, donc c'est-à-dire une vulnérabilité qui est connue, déclarée officiellement, et ben j'ai en amont cartographié mon application, je sais que j'utilise tel type de librairie et dans quel cas je peux agir pour la mettre à jour. Non, mais moi je trouve que c'est une très bonne question. En tout cas, j'aime beaucoup. Je pense que encore une fois, dans les produits de cyber, on a un temps d'avance dessus. Les vulnérabilités sont encore un gros vecteur d'attaque dans le monde informatique. Pourquoi? C'est parce que ces pratiques-là ne sont pas encore développées. Il y a encore beaucoup de développements qui sont faits sans prendre en compte ces pratiques-là. On développe des applications qui sont vulnérables dès le départ. Tout le monde ne fait pas des programmes de bug bounty pour vérifier que son application elle tient la route. Et pourtant, vous vous inscrivez dessus et vous déposez vos informations, vos numéros de téléphone. Et qui est-ce qui vous dit que cette application elle est vulnérable ou pas? Donc, c'est une très bonne question en tout cas. Faites du bug bounty, c'est la conclusion, non? Et alors, deuxième conclusion, je vais me permettre, c'est les fêtes qui arrivent, c'est le moment de Noël, c'est le moment des cadeaux, des objets connectés, de différents, ça peut être des caméras, etc. Dans l'acte d'achat, on doit aussi prendre en compte la sécurité. Est-ce que, par exemple, si j'achète un smartphone, je vais avoir 1 année, 2 années, 3 années, 10 années de mise à jour à la fois de l'OS pour que ça soit plus performant, mais aussi de mise à jour de sécurité. Si j'achète une caméra sur un site chinois, la caméra est pas chère. Est-ce que le Security by Design et le Privacy by Design ont été intégrés dans le développement de la caméra qui coûte une dizaine d'euros? C'est pas sûr. C'est la galère de faire ma course de Noël avec des experts cyber. On n'achète rien, on n'achète que des jouets en bois. Et on n'achète pas en ligne. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Non, c'est bon. Ok, écoutez, merci encore à vous trois. Merci au public qui était là. Merci à vous. En présentiel et en ligne. Et à bientôt.